Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Mediscoop pour ce nouveau point hebdomadaire sur l'actualité scientifique et épidémiologique du Covid-19. Donc toutes les semaines en direct sur le site à midi le vendredi et puis en replay sur le site et sur YouTube. Je suis Scardi Aviari, je suis médecin de santé publique et spécialiste en développement de médicaments et je suis avec le docteur Renaud Prével qui est médecin-chercheur et réanimateur à Bordeaux. Bonjour Scardi, bonjour à tous. On commence avec les derniers chiffres épidémiologiques de Santé publique France. Donc, on est à plus de 120 000 cas confirmés. Bien sûr, ça, c'est une large sous-estimation du nombre total de gens qui ont rencontré le Covid. On est à plus de 20 000 décès. Et puis, le nombre de patients hospitalisés qui diminue. Donc, comme vous pouvez voir sur les graphiques, à gauche, vous avez le nombre d'hospitalisations qui commence à décroître. Et à droite, le nombre d'hospitalisations en réanimation qui décroît pas mal sur ces dernières semaines. Donc, c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière sur les gens qui sortent de réanimation. Renaud, comment est la situation chez vous? Nous, c'est pareil, on a eu pas mal de sorties. Le souci qui va se poser, c'est que les gens qui restent là, c'est souvent les gens les plus graves, avec les atteintes pulmonaires les plus importantes et qui mettent vraiment du temps à cicatriser. Et ces patients-là, ils sont quand même très graves et on est assez inquiets pour eux actuellement. Mais c'est vrai qu'en termes de nombre absolu, ça a bien diminué ces derniers jours. Ok. Le nombre de cas totaux qui continue à décroître. Donc, vous pouvez voir qu'il y a eu depuis le début du confinement, c'est la courbe jaune, il y a une augmentation initiale des cas, une stabilisation avec des variations des remontées d'informations journalières, et puis une décroissance progressive, environ de 25% chaque semaine. C'est une idée générale. Et puis le nombre de retours à domicile qui remonte, qui stabilise à environ 2000. Le nombre de décès aussi qui s'est stabilisé et qui décroît avec un petit décalage par rapport au nombre de nouveaux cas. Donc ça permet d'anticiper que si on veut sortir du confinement en mai, il restera quelques centaines de cas, de nouveaux cas journaliers à ce moment-là. Sachant qu'on rate beaucoup de cas avec le genre de stratégie de dépistage qu'on a maintenant, on a une vraie question. Ce qui est central dans cette épidémie, c'est la transmission asymptomatique ou présymptomatique. Donc, actuellement, avec le confinement, on isole les gens qui sont présymptomatiques de façon prophylactique, si on peut dire, par précaution. Si on met en place un déconfinement, on aura des gens qui risquent de recommencer à transmettre le virus en asymptomatique. Et dans ce cas-là, pour contrôler l'épidémie, il faudra un vrai effort épidémiologique de suivi des cas pour tracer les contacts et les isoler. Ce type d'effort très large a été mis en place, par exemple, en Corée, avec succès. C'est un des seuls pays qui réussit à enrayer son épidémie avec des mesures non pharmacologiques. En France, on n'a pas du tout la même infrastructure qu'en Corée. En Corée, le ministère de la Santé a maintenant un pouvoir de police et il est en lien avec le ministère de la Justice. Donc, il peut ordonner la fermeture par précaution, par exemple, de restaurants où il y aurait un cas qui aurait déjeuné pendant quelques jours. On n'a rien de similaire en France. Non seulement on n'a rien de similaire, mais en plus, on risque d'avoir beaucoup plus de cas au moment du déconfinement que ce qu'ils ont en Corée et que ce qu'ils ont réussi à gérer avec ce genre de méthode. En termes de ressources humaines, ce n'est pas du tout anodin. Pour suivre tous les contacts d'un cas confirmé, il faut environ une personne. C'est à peu près ce dont ils ont besoin en Corée. Donc en France, on n'a pas du tout à l'heure actuelle l'infrastructure pour faire ça. Donc la question se pose, si on déconfine, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'épidémie va repartir? Ou est-ce que peut-être les gens juste seront tellement prudents spontanément, avec les bonnes habitudes du confinement, que l'épidémie ne repartira pas? Ça, c'est une vraie question. Et on va voir les genres de mesures qui peuvent être prises dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire de notre point de vue comme soignants? On peut d'abord éduquer la population et éduquer nos patients. Donc, typiquement, s'il y a un patient qui a le Covid, par exemple, on ferait bien de lui demander de chercher les contacts potentiels autour de lui, des gens avec qui il est souvent en contact, et de leur dire de s'isoler de façon préventive en attendant de savoir s'ils ont ou pas le virus. Et de façon générale, de faire attention à l'apparition de cas autour de soi. Il ne s'agit pas juste de s'isoler soi-même quand on a des symptômes, mais de faire attention, si des gens ont eu des symptômes autour de nous, de s'isoler de façon préventive. Bien sûr, toute aide de la part des autorités sera la bienvenue sur ce plan, mais on peut déjà faire quelque chose à notre niveau. On passe ensuite aux actualités des grands journaux médicaux de cette semaine. On commence avec une enquête épidémiologique à Singapour sur des chaînes de transmission assez fortes
avec pas mal de cas donc, qui ont été repérés à l'occasion. Donc, la chaîne de transmission, ici, ce que vous voyez à droite, en bleu en haut, c'était une cérémonie dans une église. En orange au milieu, c'était un dîner de famille. Et puis, en vert en bas, c'était une nouvelle cérémonie dans une autre église. Donc, vous voyez qu'il y a eu des transmissions assez nombreuses à chaque fois. 5, 6 et puis 16 dans la deuxième cérémonie religieuse, avec des gens qui n'étaient pas forcément symptomatiques au moment où ils ont transmis le virus. Donc ça illustre bien la progression rapide et puis le genre d'événements qui sont potentiellement à risque, où on est en contact prolongé avec des gens pendant longtemps, on parle ou on chante avec eux et on est susceptible de leur transmettre du virus. À droite, vous voyez chaque barre est un patient. En bleu, c'est la période asymptomatique. Et en orange, c'est la période symptomatique pour chaque patient. Donc vous voyez en bleu, vous avez l'échelle de temps en bas qui ne se voit pas très bien, mais en gros, on est entre 5 et 10 jours asymptomatiques. Ça donne une indication à peu près sur jusqu'où il faut remonter dans le temps pour aller chercher des contacts. Donc si on a été asymptomatique pendant 5 jours, en général, on a 1 ou 2 jours où on n'est pas encore excréteur du virus. Donc ça fait qu'il faut chercher les contacts dans cette période de temps. Et puis si c'est 10 jours, c'est sur les 8 jours pré-symptomatiques. Évidemment, plus on confirme vite un cas, et moins on a de retard. Puisque imaginez que vous avez eu le Covid, vous êtes symptomatique depuis 8 jours et la PCR revient aujourd'hui, elle est positive. Il faut chercher vos contacts non seulement de ces 8 derniers jours pendant lesquels vous étiez symptomatique, mais encore des 8 jours d'avant. Pendant ce temps-là, eux, ils ont pu déjà commencer à excréter le virus et à contaminer d'autres gens. Donc il y a des différents niveaux comme ça pour remonter au niveau des contacts. Et plus on va vite, plus on a des tests rapides et plus on remonte loin dans le temps et plus on contrôle l'épidémie. Et avec une infrastructure qui peut être plus lourde, puisque si vous commencez à isoler les contacts des contacts, ça commence à faire vraiment beaucoup de gens, surtout si vous avez beaucoup de cas sur le territoire. Donc c'est important d'avoir peu de cas sur le territoire, de bien faire les enquêtes et d'attraper vite, de vite confirmer les cas positifs de Covid. D'ailleurs, un bel exemple de ce que tu racontes, c'est ce qui a été fait au Vietnam, où, a priori, sans manipulation des chiffres, ils ont quasiment aucun mort et très très peu de patients Covid, où ils avaient un système F0 les cas, F1 tous les cas contacts, enfin tous les patients sans contact et F2 les patients libres, où ils confinaient à moitié les F1 et où comme ça ils ont réussi à casser la propagation en prenant des mesures très tôt dès janvier, très strictes parce que c'est quand même un État assez autoritaire. Mais malgré tout, ça a fonctionné. Ils n'ont pas eu de grosse épidémie Covid alors qu'ils ont une frontière terrestre assez large avec la Chine. Ouais. Donc vraiment, la clé, c'est les sujets asymptomatiques et les contacts. À Hong Kong, qui illustre ça, donc une analyse du taux de reproduction du virus dans le temps, ce que vous voyez en bas à droite avec une ligne horizontale à 1. Donc si on est au-dessus, l'épidémie est en train de croître, et si on est en dessous, elle est en train de régresser. Donc il y a initialement un confinement qui a fait descendre le taux de reproduction, qui a été levé, le taux de reproduction est un peu parti à la hausse, puis ensuite d'autres mesures de contrôle qui permettent de le contrôler sans confinement. Ici, il regarde les contacts, du coup, des sujets positifs, mais il ne remonte que jusqu'à 2 jours avant le début des symptômes. Probablement, ce n'est pas assez. Il faudrait remonter un peu plus. Et ça pourrait être une des choses qui explique les différences entre Hong Kong et la Corée, par exemple. La Corée qui contrôle mieux et qui remonte plus loin. Non seulement la Corée remonte plus loin, mais ils ont aussi un système où ils regardent où est-ce que la personne a payé avec sa carte bancaire, où est-ce que son téléphone a borné. Ils ont tendance à mettre des affiches dans les quartiers où il y a eu des cas positifs au Covid, à prévenir les commerces, par exemple. Donc, ils ratissent plus large, quoi, en quelque sorte. Escardi, est-ce que tu sais combien de temps à peu près une personne asymptomatique peut être contagieuse? Est-ce qu'on a une idée? Alors ça, c'est une bonne question. Il y a des cas rapportés de personnes qui sont restées asymptomatiques, donc pendant tout le temps où ils ont excrété, elles ne pouvaient pas détecter le virus. La moyenne, c'est environ 3 jours avant d'être symptomatique, on commence à excréter le virus et à être contagieux. C'est une moyenne. Il y a des gens qui sont à plus que ça. Donc, c'est difficile de dire. Alors après, si la question c'est pendant combien de temps on isole un contact d'un cas confirmé, ce serait environ 7 à 10 jours probablement. L'idéal serait de lever cet isolement préventif avec une PCR négative. Parce que la PCR, bon, elle a des problèmes de sensibilité, mais c'est plutôt au début. Si vous attendez une semaine, 10 jours, quelqu'un qui a le Covid, a priori, va avoir une PCR positive, ou au minimum, si sa PCR est négative, ça veut dire qu'il ne sera pas très excréteur. Donc, ce serait plutôt ça le bon critère. Si on doit le faire à l'aveugle, parce qu'on ne dispose pas d'une PCR, ce serait plutôt 7 à 10 jours.
Ensuite, une autre étude qui est sortie sur l'histologie d'un rein d'un patient greffé de 71 ans qui est décédé du Covid et qui retrouve une atteinte de l'endothélium. Donc, c'est important parce qu'il y a toute cette biologie vasculaire qui est impliquée dans cette maladie et il y a des choses qui sont retrouvées au niveau de l'endothélium spécifiquement, sachant que l'endothélium exprime le récepteur au virus, mais que l'endothélium est bien sûr en petite quantité dans tous les organes. C'est peut-être pour ça qu'il n'était pas au premier plan initialement dans cette maladie, dans ce qu'on décrivait sur cette maladie. Ensuite, ça c'est une étude qui a été faite en Angleterre, dans un groupement hospitalier, sur le taux de perte de soignants qui étaient infectés par le virus. Et ils trouvaient un taux de positivité qui était à peu près identique, qui suivait à peu près celui de la population générale. Pardon, il n'était pas identique, parce que c'est des gens qui ont beaucoup plus de contacts, mais ça suivait à peu près ce qu'il y avait dans la population générale, sachant que les soignants, évidemment, ne sont pas confinés. Donc, il permettait de dire que les mesures de protection à l'hôpital, si elles sont bien faites, permettent d'avoir un surrisque qui est très faible, probablement par rapport à celui de la population générale. Évidemment, c'est quand même assez pénible. Voilà, et effectivement, pour les soignants, on a tendance à dire que les personnes qui sont à risque, alors on a un peu de mal à définir qui est à risque, parce que finalement, on a une sous-représentation des patients BPCO, asthmatiques, déprimés. On ne sait pas si c'est parce qu'ils se sont confinés plus et plus tôt, ou si c'est parce que, par des mécanismes qu'on ne connaît pas encore tout à fait, ils sont moins susceptibles d'avoir une infection grave. Mais si on a des comorbidités, se mettre en deuxième ligne et bien appliquer les mesures de protection, ça paraît être efficace pour protéger les soignants. Et c'est des chiffres complètement différents de ce qu'il y avait eu en Chine, où probablement qu'ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient pas eu le temps de se préparer à l'épidémie, ils n'avaient pas les matériels de protection adaptés, et où là, il y a eu des taux de contamination très importants chez les soignants. Ouais, on va en reparler tout à l'heure d'ailleurs avec une étude sur la prévention pharmacologique chez les soignants. Et puis, un autre article sur les femmes enceintes à New York. Donc, New York, l'épidémie a été très grave, elle a vraiment touché beaucoup de gens. Et ils ont trouvé qu'environ 15% des patientes qui se présentaient pour un accouchement étaient positives à la PCR pour le virus, donc ce qui est vraiment élevé et ça donne une idée de la transmission en population. Alors, c'est une population particulière, ce n'est pas tout à fait de la population générale, mais quand même. Cela dit, même avec ces 15%, on est quand même très loin de toucher toute la population. Et puis, une autre étude qui cherche dans le liquide amniotique pour la transmission éventuelle au nouveau-né et qui ne trouve pas de virus dans le liquide amniotique. Le récepteur n'est pas non plus exprimé sur le placenta, donc c'est plutôt rassurant. Néanmoins, il y a quelques case reports qui sont sortis sur des formes graves chez le nouveau-né et puis des protocoles d'accouchement avec un contact minimal entre la mère du coup, qui est Covid positive et le nouveau-né, qui se sont relativement bien passés, donc il faut plutôt faire attention à ça. On peut avoir des transmissions verticales après la naissance. Ensuite, une cinquième étude sur les IEC qui sont protecteurs dans cette maladie. Donc, c'est encore une étude observationnelle et c'est un ajustement statistique pour avoir un groupe contrôle qui ressemble au groupe traité. Donc, ça confirme encore une fois que ces médicaments sont prometteurs en attendant d'avoir un vrai essai randomisé. Là, on a une belle association qui se confirme et on attend d'avoir la relation de causalité avec les essais en cours. Voilà. On passe aux prépublications de cette semaine et on commence avec l'étude dont je parlais tout à l'heure de prévention de la contamination du Covid chez les soignants. Donc ça, c'est un hôpital dans la région de Hubei qui a mis en place des mesures assez intenses et aussi une prévention pharmacologique. Et ils ont eu 0 cas sur 3000 soignants. Alors, ce n'est pas un essai randomisé, mais 0 sur 3000, c'est vraiment peu. C'est vraiment moins que ce à quoi on s'attend. Donc, c'est difficile de biaiser ces chiffres méthodologiquement, à moins de tricher ouvertement et de ne pas rapporter les cas qu'on constate. Et je vous ai mis sur la slide suivante ce qu'ils ont fait. Donc, toujours à prendre avec des pincettes, parce qu'il n'y a pas c'est pas un vrai groupe contrôle, le reste de la Chine, mais ils ont quand même eu beaucoup moins de cas. Donc, à gauche, vous avez tout un tas de mesures qui prenaient de protection personnelle, qui était quand même beaucoup plus intense que ce qu'ils avaient fait dans d'autres hôpitaux chinois. Et puis à droite, vous avez ce qu'ils ont fait pharmacologiquement. Donc, ils ont utilisé de l'interféron alpha 1B, une forme qui n'est pas disponible chez nous, mais qui est disponible en Chine. Et ils ont fait une préparation magistrale à partir du médicament qui est administré en systémique pour faire des gouttes intranasales qu'ils prenaient 4 fois par jour. Ils n'ont pas eu d'effet secondaire, parce que c'est une administration locale.
Puis ils ont aussi mis en subcutané un autre immunostimulant qu'on n'a pas chez nous, qui est la thymosin alpha 1. Alors, ce genre d'approche ne sort pas de nulle part. C'est des choses qui ont été testées pour d'autres virus respiratoires et qui ont l'air de marcher. En pratique, pourquoi on ne les utilise pas? Parce que personne ne veut faire ça, personne ne veut se mettre des gouttes dans le nez pendant tout l'hiver juste pour éviter un rhume. Et puis les gens qui veulent éviter la grippe en particulier, ils ont tendance à utiliser le vaccin qui est disponible. Néanmoins, dans ce genre de virus respiratoire, l'interféron ou d'autres agonistes de l'immunité innée, des TLR par exemple, ont pu avoir des relativement bons résultats dans des études préliminaires, donc ça ne sort pas de nulle part. Et ça pourrait avoir peut-être un intérêt dans le Covid en attendant un vaccin. On aura plus de mal avec la baisse de charge sur le système de santé à faire des essais. C'est dommage. On n'a peut-être pas fait aussi vite qu'on aurait dû aux premières phases de l'épidémie, mais c'est quelque chose à avoir à l'esprit. J'en profite parce qu'on reparlera de l'interféron un peu après avec un papier plus fondamental, mais pour réagir à ce que tu as dit sur les problèmes de réactivité. Et c'est vrai que le système pour monter les études est quand même très très lourd et au niveau réglementaire et au niveau logistique, ça coûte très cher. Et on a vu un peu les limites de l'adaptabilité de ce système-là. Et je pense que c'est le moment de réfléchir à comment avoir des mécanismes de recherche en temps d'épidémie, parce que c'est probablement pas la dernière, et que Ouais. notre système de recherche a montré toutes ses limites, comme le système hospitalier, et qu'il va falloir repenser comment on construit des études et comment on peut les construire vite dans les contextes d'urgence. Oui, clairement, le fait de remplir des papiers dans tous les sens est un peu un problème pour aller vite. Après, dans l'autre sens, il y a aussi une exigence de qualité. Le nombre de trucs qu'on a vu passer sur 15 patients sans bras contrôle qui ne prouvaient rien est un peu trop élevé à mon goût, personnellement. Mais effectivement, le truc sur 15 patients sans bras contrôle, on peut le faire sans déclarer grand-chose comme ça dans son coin. Et par contre, dès qu'on dit qu'on veut randomiser, il faut remplir 200 kilos de papier. Et donc, du coup, on ne le fait pas. Et à la fin, on n'a pas de résultat interprétable. Donc, il y a un peu un problème avec ça. Alors, toujours sur la question des traitements. Donc, il y a une petite série, et toujours des séries avec 20 malades et pas de bras contrôle. L'héparine, qui a été utilisée dans un hôpital brésilien avec un protocole. Donc, c'était l'enoxaparine qui commençait à 1 mg kilo et puis qui escaladait en cas d'augmentation des dédimères, dont on sait qu'ils sont un facteur de gravité de la maladie, et ils escaladaient encore en cas d'événement ischémique. Ils ont fait ça parce qu'ils ont remarqué des ischémies acrales chez certains patients. Bon, on a une amélioration, mais difficile d'en dire grand-chose. C'est pas tonitruant et il n'y a pas vraiment de bras contrôle. Renaud, je suis sûr que vous avez eu des patients sous héparine chez vous. Qu'est-ce que tu as pu constater? Ouais, il y a un gros problème avec ce papier-là, c'est que, comme tu le dis, il y a peu de patients sans bras contrôle. Donc, pour avoir les effets secondaires, on n'en a aucune idée puisque les auteurs concluent qu'il n'y a pas eu d'effets secondaires graves. Mais nous, on a traité plus de patients par héparine chez les patients qui avaient des embolies pulmonaires et on a eu un décès sur un choc hémorragique, donc c'est pas anodin. C'est toujours cette discussion de balance bénéfice-risque, surtout dans les papiers, dans les traitements pas vraiment validés. Et l'autre chose, c'est qu'il manque le taux d'embolie pulmonaire. On sait que chez les patients, en tout cas sévères, il y a 25 à 30% d'embolies pulmonaires. Donc peut-être qu'ils ont juste traité des embolies pulmonaires non diagnostiquées. Ça, il faudra attendre d'avoir toutes les données pour le savoir. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont mesuré l'hypercoagulabilité chez les patients, même sous héparine, et ils en ont quand même trouvé. Donc, à suivre, on parle pas mal des héparines. Là, on a quand même l'impression, comme tu disais, qu'il y a une grosse activation endothéliale avec des lésions de vascularite quand même. Et à ma connaissance, les anticoagulants, même curatifs, n'ont pas fait leur preuve d'efficacité dans les vascularites. Donc, est-ce que les activations d'immunothrombose dont on parlait la semaine dernière et de coagulation sont vraiment via les mêmes mécanismes? Je n'en suis pas certain. Et c'est pour ça que l'héparine n'est pas forcément la meilleure piste. En tout cas, on a besoin de vraiment l'évaluer de façon très stricte parce qu'on ne peut pas dire que l'héparine curative est dénuée d'effets secondaires. Donc, il faut être très, très prudent là-dessus. Absolument. Donc ici, les résultats d'une équipe française avec le tocilizumab, donc un anti-interleukine 6. Donc c'est toujours un essai, donc cette fois sur 30 patients. Alors le bras contrôle, c'était pas un vrai bras contrôle, c'était pas un essai randomisé, mais c'est des patients qui ont apparié, qui ont à peu près les mêmes facteurs de risque connus pour le Covid-19 et qui trouvent pas vraiment de bénéfice sur le taux de mortalité, qui trouvent peut-être un bénéfice sur le besoin en ventilation invasive, en intubation. Donc, peut-être un peu prometteur, mais en tout cas pas aussi puissant que ce qu'on espérerait à ce stade. Comme on en est à la recherche Twitter, nous, on a regardé à peu près la même chose chez les patients ventilés mécaniquement en réanimation.
Et le tocilizumab a l'air à la limite de la significativité pour la réduction du nombre de jours sous ventilation mécanique. Encore une fois, notre méthodologie, elle n'est pas meilleure que celle de ce papier-là. Et il y a 2 essais industriels et 2 essais académiques de très large, enfin vraiment robustes sur le tocilizumab et le sarilumab, qui sont 2 bloqueurs de la voie IL-6. Et donc, avant de pouvoir tirer des conclusions définitives, il faut attendre ces essais-là. Mais c'est vrai que c'est une piste qui a l'air prometteuse. Donc, on attend avec impatience les résultats des essais. Ensuite, par souci d'honnêteté intellectuelle, je vous mets une étude qui analyse l'effet des IEC et des ARA2 et qui trouve qu'ils ne sont pas protecteurs, donc 1/6. Ça a été moins bien fait que les autres études, notamment ils n'ont pas ajusté sur l'hypertension et ils n'ont pas comparé aux autres médicaments de l'hypertension. Il peut y avoir plein de facteurs confondants qui se glissent là-dedans. C'est une équipe qui fait plutôt de la bioinformatique, des choses comme ça, donc c'est moins robuste, mais à garder à l'esprit que toutes les études ne vont pas dans le même sens et que les essais, du coup, seront d'autant plus utiles. Ensuite, ici, c'est une étude plutôt de bibliographie qui est intéressante sur les différents types d'antiviraux. Donc, on a beaucoup parlé d'utiliser des médicaments existants contre le virus. Des gens testaient sur des boîtes de pétri, ça avait l'air d'inhiber. Et puis, ils disaient, bon, allons-y en clinique, utilisons-les. Un des points importants avant de faire ça, c'est de vérifier qu'en clinique, le genre de concentration qu'on peut atteindre effectivement chez les patients correspond à peu près au genre de concentration qui sont capables d'inhiber le virus. Et donc, c'est ce qui est représenté ici, c'est le ratio en bas Cmax sur EC90. Donc, Cmax, c'est la concentration maximale qu'on atteint chez les gens en clinique, en moyenne. Et puis, le pic. Et puis, EC90, c'est, alors ça dépend un peu de quel essai est fait sur le virus, mais c'est la concentration de médicaments qui inhibe à 90% la réplication du virus. Et donc ici, vous avez ceux qui ont le ratio le plus élevé, ça veut dire que la Cmax dépasse largement le C90 et donc a priori on inhibe très bien la réplication du virus. Donc le meilleur, c'est le tipranavir, dont on avait déjà parlé il y a 2 semaines. C'est un anti-VIH qui est utilisé en combinaison avec le ritonavir, qui inhibe le cytochrome pour augmenter sa concentration dans le sang. Alors c'est un antiviral dont on ne parle pas beaucoup, probablement parce qu'il n'est pas disponible partout, il n'est pas disponible aux États-Unis notamment, mais il est disponible chez nous. Et donc, c'est plutôt un meilleur candidat que certaines des autres molécules dont on a entendu parler pour inhiber la réplication virale. En deuxième et troisième position, on a le nitazoxanide et le niclosamide qui sont des antiparasitaires, qui sont très bien tolérés aussi, qui pourraient aussi être intéressants. Et puis, c'est pas comme si les antiparasitaires étaient très utilisés par ailleurs. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire des treks dans la jungle avec le confinement. Donc, c'est des médicaments dont on pourrait disposer comme ça facilement. Ensuite, on a le nelfinavir, qu'on avait retrouvé dans la même étude que le tipranavir il y a 2 semaines, et qui, lui, n'est pas disponible en Europe. Ensuite, quand on continue sur la liste, on a le remdesivir, qui est un antiviral expérimental qui avait été développé contre Ebola. Alors, il y a eu des micro-résultats de l'essai qui ont peut-être été dévoilés, où ça n'a pas l'air de très bien marcher, le remdesivir. Donc, à voir s'ils sont confirmés. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'avoir un effet massif. On continue à descendre, il y a le favipiravir, qui est un antiviral qui est disponible au Japon, qui lui a un essai randomisé qui est positif, mais avec une magnitude d'effet assez faible. Et puis ensuite, un agoniste de la thrombopoïétine, qui est peut-être plus difficile à manier, surtout avec les lésions endothéliales dont on parlait. Pour le favipiravir, effectivement, c'est un candidat assez intéressant qui avait été testé sur Ebola. Il y a une grosse discussion actuellement sur la dose qu'il faudrait utiliser, parce que probablement que les concentrations, les EC50, donc les concentrations d'efficacité, sont pas du tout les mêmes pour les virus sur lesquels ça a été testé avant et sur le SARS-CoV-2. Donc, ils sont en train vraiment de réfléchir à la dose et probablement avec des doses beaucoup plus élevées que ce qui avait été fait sur les essais précédents. Mais du coup, beaucoup plus toxique. Mais du coup, potentiellement plus toxique. Ouais. Donc, voilà. Mais donc, dans le tas, ici, le tipranavir a l'air plus intéressant. Je ne sais pas, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'essai qui est fait sur cela, ni sur les 2 autres antiparasitaires. Un autre travail un peu du même type, mais cette fois expérimental. Donc, pareil, sur des boîtes de pétri, on regarde qu'est-ce qui inhibe le virus avec des composés approuvés et des composés expérimentaux. Et c'est surtout des composés expérimentaux qui sortent, comme marchant bien, donc un immunomodulateur, en particulier l'apilimode, mais qui n'est pas librement disponible, donc dont le développement dépendra d'institutions spécifiques. Ensuite, toujours au rayon traitement, mais cette fois-ci pour un vaccin. Donc, il y a des équipes chinoises qui sont en train d'essayer de développer un vaccin inactivé et qui marche bien chez le singe. Donc, vous voyez en bas à droite
Les groupes contrôle sont en vert et les groupes vaccins sont en bleu et rouge. Et vous avez très peu de virus dans les poumons des singes qui ont été traités par le vaccin. Donc, ça va avec l'idée générale que ce virus, il n'est pas très compliqué. C'est pas comme le VIH, c'est plutôt comme la grippe saisonnière. Donc, on peut faire un vaccin. Quand on a des anticorps, ils sont neutralisants et ça marche bien. Donc, à suivre, affaire à suivre. Après, évidemment, le vaccin, s'il est créé en Chine, sera probablement disponible en Chine bien avant d'être disponible chez nous. Ensuite, au niveau de la population générale, là, c'est une étude qui a été faite dans une petite ville italienne qui s'appelle Vaud, où il y a 3500 habitants, où ils ont testé tout le monde. En tout cas, ils ont essayé. Il y a une petite partie des gens qui n'a pas répondu, mais ils ont testé 80% environ de la population. Et ils ont trouvé une prévalence autour de 2% du Covid, plus que ce qu'ils auraient capturé juste avec des symptômes, puisqu'ils ont vu que 40% des gens étaient asymptomatiques. 40% des gens testés positifs étaient asymptomatiques. Donc là, c'est plutôt intéressant. Quand on essaye d'extrapoler au nombre de personnes asymptomatiques qu'il pourrait y avoir, il est assez élevé. On a vu la semaine dernière des choses en Islande où c'était encore plus élevé que ça. Une étude un peu du même genre en séroprévalence, donc avec les anticorps, donc pas les gens qui sont positifs à un instant T, mais qui l'ont rencontré dans le passé, qui ont rencontré le virus dans le passé et qui ont des anticorps. Donc ça a été fait dans l'Oise, autour des clusters de cas, un endroit où l'épidémie était très active, et on trouvait 25% de séropositifs. Donc c'est important parce que ça donne un peu un plafond sur ce que peut être le taux de séropositivité. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlent de ces tests des anticorps qui finalement permettraient d'endiguer l'épidémie. En pratique, probablement pas, parce qu'il y a une minorité de gens qui ont été infectés par le virus. Même s'il y en a beaucoup plus que les cas confirmés, ça reste une minorité de la population générale. Et donc, les mesures, que vous ayez 95% de gens qui sont susceptibles d'être infectés ou 100%, finalement, elles ne vont pas être si différentes. C'est à garder à l'esprit. Une autre étude en Californie un petit peu similaire qui trouve entre 2 et 3% selon les ajustements qu'ils font de gens qui sont séropositifs en population générale. Alors, les anticorps mettent un peu de temps à se positiver, on va en parler tout à l'heure, donc ils sous-estiment peut-être un petit peu, surtout si c'est au début de l'épidémie comme ce qu'ils ont fait en Californie. Mais en tout cas, on n'est pas sur des chiffres très élevés. Diapo suivante, ça c'est une estimation épidémiologique du nombre de gens qui ont rencontré le virus en Île-de-France. Et donc, on est entre 1 et 5%. Donc, comme c'est pas une mesure directe, il y a pas mal d'incertitudes, mais on est toujours sur des valeurs assez basses. Et puis, dans cette même étude, c'est intéressant parce qu'ils essayent d'estimer l'évolution du nombre de cas en fonction de l'efficacité du confinement. C'est ce que vous voyez en bas dans les courbes vertes. Il y a deux courbes vertes, une qui part vers le haut et une qui redescend. Celle qui part vers le haut, c'est à supposer que le confinement diminue de 73% les contacts infectants entre les gens. Et puis, celle qui redescend, c'est 90%. Et les données réelles sont en blanc. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que le confinement, en pratique, a l'air de diminuer d'environ 75% les contacts infectants. Ça permet de faire un calcul un peu approximatif du taux de reproduction sous confinement. Donc, il est environ à 3 en l'absence de mesures spécifiques. Si vous réduisez de 75%, vous êtes à 0,75 et vous faites décroître l'épidémie environ de 0,75 à chaque cycle de transmission du virus. Et qui est à peu près ce qu'on observe, où le nombre de nouveaux cas est multiplié par un facteur 0,75, décroît de 25% toutes les semaines, à peu près. Donc, c'est une autre façon d'arriver au même chiffre qui dit qu'on fait reculer l'épidémie, mais lentement, actuellement. Ça, c'est un autre type de modélisation pour illustrer le fait que le taux de reproduction peut être différent en fonction des différents endroits dans la population. Donc, c'est une modélisation d'épidémie à Singapour qui initialement était bien contrôlée, mais il y a eu ensuite des nouveaux clusters de cas qui sont apparus, en particulier chez des ouvriers du bâtiment, qui semble du coup être une population spécifique, qui a un taux de reproduction spécifique et une dynamique épidémique spécifique. C'est à garder à l'esprit. Ce taux de reproduction, c'est une moyenne, mais qui peut changer beaucoup d'un endroit à l'autre, d'un quartier à l'autre. Et donc, par exemple, il peut aussi changer d'un État à l'autre. Ça, c'est aux États-Unis, où ils ont comparé entre différents États, lesquels avaient un taux de reproduction élevé et une augmentation des cas rapides et lesquels n'avaient pas. Et ils ont pu comme ça aussi évaluer de façon assez grossière et univariée l'effet de différentes mesures épidémiologiques de protection. Donc, vous avez la limitation. C'est ce que vous voyez à droite. Donc, à chaque fois, c'est un oui-non. Il n'y a pas une analyse commune de tous ces facteurs. C'est dommage. Donc, vous avez limité les rassemblements, fermé les écoles, limité les restaurants, fermé les entreprises et puis imposer le confinement à la maison. Donc, à chaque fois, vous avez, quand il y a des mesures, c'est mieux, mais comme toutes ces mesures ont été prises un peu ensemble, c'est difficile de dire qui fait quoi. Pour cela, on a l'étude suivante qui essaie d'estimer
de façon multivariée l'effet additionnel de chaque mesure. Donc, vous avez la fermeture des lieux publics, puis la fermeture des lieux de travail, l'interdiction des rassemblements, fermeture des frontières, interdiction des grands événements, fermeture des écoles, et puis en dernier, confinement. Donc vous voyez que le confinement, en fait, n'apporte pas tellement plus de bénéfices. Alors évidemment, le confinement, on le fait en plus de tout le reste. On ne peut pas faire le confinement sans faire les autres. Mais le confinement tout seul, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir le droit de sortir dans la rue, n'a pas l'air d'aider tant que ça. D'un peu, mais pas tant que ça. Et les écoles aussi n'ont pas l'air d'être spécialement critiques. Alors ça change un peu d'une étude à l'autre, donc peut-être à prendre avec des pincettes. Ensuite, toujours sur le genre d'intervention qu'on peut faire en population générale qui permettent de limiter l'épidémie, ici, on a un calcul un petit peu artificiel sur la taille de l'épidémie en fonction de l'efficacité des masques et du nombre de gens qui les portent. Et donc, il trouve qu'avec environ 75% des gens qui portent des masques qui sont efficaces à 50%, ça suffit à enrayer l'épidémie. Donc, on n'est pas sur des valeurs forcément très élevées. Et on pourrait imaginer qu'avec un peu de discipline collective, on puisse enrayer l'épidémie de cette façon. Alors ensuite, une étude suivante ici sur l'acceptabilité et les attitudes de la population générale. C'est un sondage qui a été effectué à Singapour, en Chine et en Italie. Donc on entend souvent quand on parle de l'exemple des pays asiatiques que chez nous c'est un peu différent et que les mêmes mesures pourraient ne pas marcher parce que la population est différente. Ici, on ne trouve pas tellement de différence dans les attitudes vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis du virus. Donc, c'est peut-être pas mal de copier sans vergogne ce que font les Asiatiques. Puis à gauche, vous avez un truc qui est un petit peu spécifique de l'Italie, qui est peut-être le pays qui nous ressemble le plus, là, où l'anxiété est plus élevée chez les gens qui s'informent auprès de leur famille, de leurs amis, des médias sociaux et des applications de messagerie. Donc, c'est un truc que, de façon anecdotique, on se rend bien compte que c'est anxiogène, ce genre de communication, et qui est vérifié par ce sondage. Donc ça, c'était sur la faisabilité. Ensuite, sur les éventuels effets indésirables du confinement, parce qu'il y en a. On avait parlé, par exemple, des gens qui ne rentrent pas en contact avec le système de santé alors qu'ils ont des urgences de santé, des infarctus, des choses comme ça. Il y a aussi l'effet psychosocial. Et donc ici, c'est une analyse d'une équipe suisse sur la perte d'années de vie due à différents événements qui sont affectés par le confinement. Par exemple, le suicide, divorce, les violences familiales, dépression, alcool, ce genre de choses. Et ils trouvent des chiffres assez élevés, donc juste avec ces facteurs-là, sans compter les gens qui ne consultent pas aux urgences quand ils ont un infarctus. Ils trouvent que 3 mois de confinement font perdre 3 mois de vie en moyenne, qui sont évidemment concentrés sur, typiquement, une personne qui fait un événement qui se suicide va perdre évidemment beaucoup plus d'années de vie. Mais en moyenne, ça fait 3 mois par personne. Donc, ce n'est pas du tout anodin, l'effet de ce confinement. Et c'est d'autant plus important de prévoir des stratégies de déconfinement qu'il a des effets indésirables de ce type. Sur le genre de choses qui peuvent être utilisées pour surveiller les déconfinements, on a ici, c'est une étude de données de déplacement et de contact issues des téléphones portables. C'est une boîte privée qui a ça, c'est pas un gouvernement. Et on peut voir assez facilement une baisse des contacts au Texas et à New York aux alentours du confinement. Alors c'est intéressant parce que c'est un set de données semi-publiques. La boîte qui fait ça, si vous les contactez, ils peuvent vous aider à faire des recherches. Et puis, sur le genre de sources de données un peu inhabituelles, on a aussi la PCR dans les égouts qui repère dans les eaux usées les endroits où il y a une épidémie active. Ensuite, une étude sur les dons de sang en Écosse. Donc, ils ont cherché des anticorps neutralisants sur les dons de sang à différents points de temps et ils ont trouvé, initialement, comme ils excluaient au début de l'épidémie les gens malades du don du sang, évidemment, ils ont trouvé 0 poche de sang qui avaient des anticorps contre le virus, et puis avec le temps, ils en ont vu apparaître. Donc ça, c'est important. Ça donne une idée aussi de la prévalence en population générale, même si c'est très biaisé, puisque c'est une population très particulière. Et puis, ça fournit aussi des éléments sur, éventuellement, si on doit utiliser du plasma de patients convalescents. Il y a des essais en cours sur ça, à quel point c'est faisable. Et donc, ça a l'air assez faisable. On récupère facilement, même sans chercher spécialement, des plasmas qui sont neutralisants pour le virus. Toujours sur les anticorps, ici une autre étude de cohorte chinoise qui trouve aussi que l'immense majorité des patients a des anticorps neutralisants. Et plus ils font une forme grave et plus ils sont vieux, plus ils ont des anticorps neutralisants. C'est ce qu'on avait déjà vu la semaine dernière ou la semaine d'avant. Sachant que les papiers sur l'utilisation de ces anticorps neutralisants, pour l'instant, il y a une série de 5 cas
qui a été publié par une équipe chinoise, mais qu'on n'a pas de plus de recul que ça pour l'instant, et qui a l'éternelle question de est-ce que c'est efficace au tout début pour contrôler le virus, et est-ce que ça a une efficacité plus lointaine une fois que c'est plus la réaction inflammatoire de l'autre qui est en cause, plus que le virus lui-même. Donc pour l'instant, sur le plasma convalescent, en pratique, il n'y a pas de données d'efficacité fiable non plus. Donc on est un peu rabat-joie à chaque fois, et c'est ce qu'on disait, c'est que la recherche de bonne qualité pour avoir des preuves euh, de bonne qualité et méthodologique avec un bon rationnel et qu'on puisse appliquer sereinement chez les patients prend du temps. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de données fiables là-dessus. Absolument. Toujours au rayon anticorps, donc c'est la cinétique d'apparition des anticorps qui suit la courbe que vous voyez à droite. Donc il faut quand même quelques jours ou quelques semaines pour qu'ils apparaissent, mais ils apparaissent à peu près chez tout le monde. Donc là, c'est des IgG qui sont cherchés chez les patients. Là, on a une confrontation entre IgG, IgM et IgA. Donc les IgG et les IgA marchent bien et les IgM un peu moins. Donc, ce qui est relativement attendu, puisque les vrais anticorps, entre guillemets, ceux qui persistent, c'est plutôt les IgG. On peut voir la cinétique d'apparition des IgA. Donc les IgM en vert ont tendance à avoir un pic plus tôt que les IgG en bleu. Ça, c'est connu, c'est habituel. Puis les IgA, ils se positivent assez vite et ils ont tendance à persister. Après, c'est un peu moins connu, donc c'est pas clair dans le temps est-ce qu'ils persistent très longtemps ou pas. Et puis ici, une autre étude, pareil sur IgG versus IgM, donc les IgG marchent mieux et qui cherchent en particulier quels antigènes, quels épitopes d'antigènes sont ciblés par les IgG des patients qui ont eu le Covid et qui en trouvent certains qui sont très discriminants et qui marchent bien. Donc, a priori, la sérologie va finir par marcher. Actuellement, on n'a pas vraiment de test disponible, mais ça va arriver. Diapo suivante. Donc ici, pareil, IgG versus IgM. IgG marche très bien, IgM marche un peu moins bien. La sensibilité des IgG est un petit peu meilleure, mais il faut attendre un peu pour être sûr, parce qu'ils n'apparaissent pas tout de suite. Donc on a une petite fenêtre entre 2 et 3 semaines où la PCR peut être négative et on n'a pas encore d'IgG, les IgM, c'est pas clair. Mais sinon, pour les gens qui l'auraient eu il y a longtemps, les IgG marchent bien. Et puis pour les gens qui auraient eu un contact récent, c'est plutôt la PCR. Ici, sur le genre d'échantillon qu'on peut utiliser pour regarder à la PCR, on compare la salive à l'écouvillonnage nasopharyngé et qui trouve que la salive est aussi bien. Alors, en pratique, l'échantillon de salive qui prélève est assez gros. Les patients remplissaient un tiers de pot d'urine. Donc on doit être à 40 millilitres ou quelque chose comme ça. C'est assez élevé. Mais en tout cas, ça simplifie un peu les choses pour le prélèvement. Il y a besoin peut-être d'un matériel moins sophistiqué. Et on est peut-être aussi plus proche de la contagiosité, puisqu'on contamine les gens plutôt avec sa salive et pas vraiment avec le fond de son nasopharynx. Donc ça peut être une façon de simplifier les PCR. Et sinon, on peut faire les deux aussi. Il y a d'autres études qui sont sorties. Quand on fait les deux, on est un petit peu plus sensible encore. Ensuite, toujours au rayon anticorps, une cohorte chinoise qui repère qu'il y a certains patients qui ont à la fois des anticorps positifs et une PCR positive. Évidemment, les deux se chevauchent un petit peu dans le temps, dans le cours de la maladie. C'est bon à garder à l'esprit. C'est pas parce que vous avez des anticorps que ça y est, vous êtes guéri. Vous pouvez encore être un petit peu excréteur, en tout cas de fragments de virus. Donc, c'est bien d'attendre plutôt la négativation de la PCR pour s'estimer plus contagieux. Ici, une étude de cohorte sur des patients à New York, donc il y en a pas mal qui sont sortis, qui cherchent les facteurs de gravité et qui trouvent les mêmes à peu près dont on a déjà parlé. Donc les D-dimères, l'interleukine 6, le pourcentage lymphocytaire, l'hypertension, la saturation et l'âge. C'est à peu près ceux-là qui ressortent à chaque fois. Et dans l'étude suivante, qui est une étude chinoise un peu du même genre, qui établit un score clinique pour prédire l'aggravation, c'est à peu près les mêmes facteurs qui sortent encore. On a aussi la troponine pour certains patients particuliers, puisqu'on peut avoir une atteinte cardiaque. Et ici, ils ont rendu le score librement disponible sur Internet à l'adresse que vous voyez en bas à gauche. Et les facteurs qu'ils ont mis dedans, c'est la CRP, l'âge, les D-dimères et les lymphocytes. Ils n'ont pas mis l'IL6. Apparemment, il y a un petit peu de chevauchement entre l'information qui est apportée par l'IL6 et la CRP et les lymphocytes, ce qui est plutôt En attendu. termes physiopathologiques, c'est le reflet du même axe d'inflammation. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grosse collinarité entre la CRP et l'IL6. Et ça reflète la même information physiopathologique. Donc, la CRP ou l'IL6 suffit normalement. Voilà. Alors après, le virus a un effet direct sur l'IL6 et dans certains autres papiers qu'on avait vus, l'interleukine 6 augmentait plus vite que ce que les lymphocytes descendaient. Donc ça pourrait être quelque chose d'un peu plus précoce comme marqueur et qui est utile, puisque typiquement on discutait tout à l'heure des antiviraux qui a priori ne devraient pas trop marcher une fois que la charge virale a diminué toute seule chez le patient.
Donc, typiquement, si on veut les mettre chez quelqu'un, là où le rapport bénéfice-risque serait plus élevé, ça serait chez ceux qui sont les plus susceptibles de s'aggraver et de les mettre de façon relativement précoce. Donc, ça pourrait être des outils de stratification des essais, enfin de sélection des patients ou de stratification pour savoir à quel patient pourrait le plus bénéficier. Ici, c'est une étude un petit peu de modélisation sur la meilleure façon d'organiser le travail à l'hôpital et en particulier d'éviter les cross-contaminations entre soignants. Et donc, ils trouvent ce que vous voyez en noir en bas, c'est une façon d'organiser le travail par équipe où au sein des mêmes équipes, c'est toujours les mêmes personnes qui travaillent ensemble. Et puis, avec des tours d'infirmiers de 12 heures et pas de 8 heures. Et donc, c'est cette façon d'organiser le travail qui conduit à un minimum de contamination et d'absence. Alors maintenant que le pic de l'épidémie est un peu passé, c'est peut-être un peu moins utile chez nous, mais ça pourrait revenir. Et c'est bon à garder à l'esprit que l'organisation du travail parmi les soignants peut avoir un effet. Toujours sur la façon de bien se protéger, on a vu quelques études sur les masques, sur la façon de les décontaminer à 70 degrés avec un peu d'eau éventuellement en milieu humide pendant 20 à 30 minutes. Et il y avait une étude la semaine dernière qui soupçonnait que ça pouvait dégrader un petit peu les masques, qui contredisait les études précédentes. Là, on a 2 études qui montrent que les masques sont parfaitement fonctionnels s'ils sont soumis à ce traitement. Il y a celle-là qui trouve aussi que les masques traités à la chaleur sont parfaitement fonctionnels, contrairement par exemple aux masques traités par UV qui peuvent être un petit peu dégradés. La chaleur, ça reste quand même le truc le plus simple. Tout le monde a des fours partout. Plutôt que d'avoir des équipements compliqués, des lampes à UV, de la javel vaporisée ou des choses comme ça, la chaleur, c'est très simple et ça marche bien. Du coup, tu n'es pas très pro-Trump comme traitement prophylactique. Je sais pas si Trump est une très bonne source d'information au cours de cette épidémie. Je pense qu'il vaut mieux prendre ces informations de Mediscoop que de Donald Trump. Donc là, c'est une étude sur la capacité du virus à muter, qui est relativement faible, à la fois chez les patients et en culture. En culture, il y a un peu plus de mutations, et chez les patients, il y en a assez peu. Donc, il n'y a pas trop de variants en grande quantité. On disait au début, le virus pourrait circuler comme une quasi-espèce, etc. Ça, c'est vrai pour le VIH, pas tellement vrai pour ce virus. Alors là, c'est une étude qui contredit un peu ce qu'on a dit la semaine dernière, mais c'est bien de rester honnête intellectuellement. Dans la semaine dernière, on vous parlait d'autopsie sur 4 patients afro-américains hypertendus de la Nouvelle-Orléans qui étaient décédés du coronavirus et qui avaient des thromboses et des hémorragies dans les poumons, avec des microthromboses dans les petits vaisseaux. Et ces éléments ne sont pas retrouvés dans une nouvelle série d'autopsies. Ici, ils avaient, je crois, 12 patients et 5 qui ont été vraiment autopsiés en détail. Donc, ils ne retrouvent pas la même chose, donc ce n'est pas clair. Ils trouvent aussi des atteintes des petits vaisseaux, mais pas du même ordre, pas des thromboses. Donc, peut-être prendre un peu avec des pincettes ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors ça, c'est une étude sur un des 4 patients dont je vous parlais, avec des thromboses des petits vaisseaux. Donc, ils retrouvent toujours des thromboses. C'est une technique d'histologie en 3D. Et à droite, vous pouvez voir des thromboses qui sont colonisées par des cellules du système immunitaire. Donc, vous ne pouvez pas les rater, même si vous n'êtes pas pathologiste. Donc, effectivement, ils ont vraiment trouvé ça, mais c'est peut-être sur des patients particuliers. 4 patients, c'est pas beaucoup. Ils avaient tous des comorbidités. Il y avait peut-être d'autres choses particulières qui conduisaient à cette présentation histologique de la maladie. Donc, affaire à suivre. Ils n'étaient peut-être pas au même stade de la maladie non plus. Peut-être qu'il y a une inflammation qui arrive dans un premier temps et puis seulement plus tardivement des microtrombies et que les patients qui ne les avaient pas sont décédés d'autres choses. Enfin, peut-être. Il y a probablement, en tout cas, une sous-partie des patients qui ont ces microthromboses et pas forcément tous. Donc, effectivement, il va falloir creuser pour expliquer ces différences. Donc là, on a au niveau biologique une espèce de méta-analyse bioinformatique de l'expression de gènes dans différentes cellules. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils retrouvent que l'expression du récepteur au virus et d'une des protéases au virus est corrélée avec l'interleukine 6 et le TNF-alpha. On avait vu il y a quelques semaines que le virus induisait la sécrétion d'interleukine 6. En fait, si ça se trouve, ce n'est pas tellement lié à l'interleukine 6, mais c'est lié à cette espèce de programme transcriptionnel commun qui fait exprimer le récepteur au virus. Peut-être qu'il induit ça juste pour faciliter sa propre réplication, mais que l'interleukine 6 n'est pas au centre du phénomène pathologique. Donc, affaire à suivre. Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi les anti-interleukine 6 marchent un peu, mais pas tellement. Ça apporte encore des éléments de réflexion sur d'autres cibles thérapeutiques potentielles. C'est sûr que les anti-L6 ne sont pas les seuls traitements possibles, mais attendons les vraies études avant de dire qu'il y a un effet ou pas d'effet ou un effet faible. Pour l'instant, il y a des signaux, mais on modère un peu nos propos sur l'efficacité de l'anti-L6. On ne sait pas, il y a des signaux intéressants,
Et effectivement, comme tu le dis, il y a probablement plein d'autres voies qui sont impliquées, donc plein d'autres cibles thérapeutiques potentielles à analyser à ce niveau-là. Une étude suivante faite par une équipe française qui retrouve un peu la même chose, de l'interleukine 6 et du TNF-alpha, et puis un impact sur le système immunitaire inné avec des monocytes qui sont un peu modifiés par le virus. Alors, cette étude elle est quand même assez intéressante parce qu'elle vient à la rencontre d'une étude qui est parue il y a 2 jours dans Science Translational Medicine, qui faisait à peu près la même chose sur les enfants atteints par le virus du VRS, donc entre les formes graves et les formes non graves, et retrouvait également chez les patients graves une sous-production de l'interféron. Et on a vraiment l'impression que l'interféron, donc ça a été décrit parce que ça a plusieurs effets, ça augmente la présentation des peptides viraux au CD8. Ça va aussi avoir des modifications du protéasome et donc augmenter certaines molécules, en tout cas la synthèse de certaines molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de type 1. Et puis, ça va avoir aussi une action directe sur la dégradation des virus ARN. Donc, l'interféron est vraiment un acteur central de la réponse antivirale. Et on a l'impression qu'à la phase précoce, les patients qui n'ont pas assez d'interféron n'arrivent pas à éliminer rapidement leur virus. Et donc, il y a toute une mise en marche et à une dérégulation de tout le reste du système immunitaire à côté qui conduit aux formes sévères avec les atteintes, les cytokine storm qui ont été décrits, les atteintes sévères probablement liées à l'immunité, mais probablement parce que le système interféron a été incapable d'éradiquer le virus au tout début de l'infection. Donc ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure sur la prévention avec l'interféron nasal chez les soignants. Donc il y a vraiment une notion de timing où on en est de la maladie à l'infection ou au moment de la dérégulation parce que le virus a réussi à persister à un moment qui est vraiment important à prendre en compte dans le choix des traitements qu'on propose à tel ou tel patient. Et il n'y a pas un traitement universel pour tout le monde puisque les gens se présentent à des moments différents de leur infection. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on voit que plusieurs virus respiratoires ont l'air d'avoir à peu près la même physiopathogénicité. Donc il faudra voir avec tout l'emballement qu'il y a en recherche actuellement sur le Covid, peut-être que ça pourra servir pour la prise en charge des patients qui ont d'autres viroses respiratoires ensuite. Étude suivante, donc ça c'est toujours sur la même étude, c'est ce typage des différents types de cellules immunitaires dans le sang et les patients critiques ont un profil un petit peu différent avec des lymphocytes B qui sont un peu diminués par rapport aux patients sévères. Bon, à la limite, peu importe. Ça, c'est une étude sur l'expression du récepteur au virus et des protéases et qui en retrouve dans les tissus oraux. Donc, ça va un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi la salive pourrait être un très bon prélèvement pour détecter le virus, puisqu'effectivement, il y a probablement une réplication directement sur l'épithélium des voies aérodigestives supérieures, et même de la bouche. Suivante. Donc ça, c'est une autre étude d'intelligence artificielle pour repérer les cas de coronavirus. Donc ici, ils trouvent un peu les mêmes symptômes que d'habitude. Donc il y a pas mal d'initiatives de ce genre, mais qui sont un peu difficiles à interpréter à chaque fois. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils confrontent un petit peu les facteurs cliniques aux facteurs radiologiques. Donc, ils ont fait une intelligence artificielle à la fois sur les facteurs cliniques et sur la radiologie, sur le traitement de l'image. C'est plutôt le traitement de l'image qui est intéressant parce que le logiciel ne voit pas tout à fait les mêmes choses que le radiologue. Ils sont souvent d'accord, tous les deux, mais ils ne voient pas toujours la même chose. Alors, dans les cas où le logiciel trouve et le radiologue ne trouve pas, c'est par exemple ce que vous voyez dans l'image en haut à gauche. Donc, vous voyez le poumon droit, en arrière du poumon droit, il y a une légère opacité que le radiologue avait ratée et que le logiciel a repéré, qui change la texture. Et puis vous voyez en haut à droite, même dans les cas où le logiciel est d'accord avec le radiologue, il ne regarde pas tout à fait les mêmes choses. Donc vous avez en rouge les zones sur lesquelles le logiciel se base pour faire son diagnostic. Et les flèches, c'est ce que le radiologue voit. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait les mêmes zones, en fait. Donc, typiquement, sur l'analyse des textures un peu fines, ces logiciels pourraient apporter quelque chose ou au minimum mettre à jour des nouveaux marqueurs radiologiques, des nouvelles sémiologies radiologiques qui pourraient être intéressantes. Alors, on aura toujours besoin du radiologue parce que, comme vous pouvez voir en bas à gauche, il y a quand même des énormes trucs que le logiciel rate. Donc, on ne sait pas encore 100% au point. Sachant qu'il y a également un PHRC, donc un programme de recherche sur la prédiction de l'évolution grave, donc en gros la prédiction de la réanimation sur le scanner initial par intelligence artificielle également. C'est des outils qui sont potentiellement très intéressants pour les radiologues.
Absolument. Il y a une nouvelle classe de biomarqueurs en fait qui sont des choses qu'on a du mal à voir à l'œil nu et qui pourraient avoir un intérêt dans un tas de pathologies d'ailleurs, pas que dans le Covid. C'était à peu près tout pour les actualités de cette semaine. Alors, Scardy, on a pas mal de questions sur un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, qui est l'impact du microbiote dans l'infection à Covid, et en particulier de cette fameuse Prevotella. Est-ce que tu as des notions? Alors, le microbiote, il a probablement un effet parce que le tonus du système immunitaire, entre guillemets, est pas mal lié au microbiote. Quand tu as impliqué spécifiquement un pathogène ou une bactérie plutôt qu'une autre, c'est assez difficile. Il n'y a pas vraiment d'études. Il y a des études qui ont été faites de séquençage métagénomique qui n'ont pas retrouvé d'association très forte avec un microbe en particulier. Ça pourrait être une classe de microbes qui a un effet. Donc c'est difficile d'en dire quoi que ce soit à ce moment-là. Sur l'effet de l'azithromycine, qui est souvent on dit l'azithromycine ça marcherait parce que ce serait certains microbes, l'azithromycine a aussi un effet anti-inflammatoire pur et dur, propre, qu'on voit in vitro, qui a aucun rapport avec son effet antibactérien. Donc c'est pas forcément l'effet antibactérien de l'azithromycine qui est au premier plan ici. C'est vrai que l'azithromycine, c'est un très bon modulateur de l'autophagie. Et ça, il y a vraiment des effets par action sur les mitochondries aussi et de la mitophagie par ces deux mécanismes qui sont vraiment différents de l'action antibactérienne. Et puis juste pour revenir un peu sur ce que tu disais, il y a effectivement des papiers en préprint où ils disent qu'il y aurait peut-être un bout de virus, coronavirus, dans les bactéries Prevotella, et que du coup, peut-être que la dissémination de cette bactérie aiderait à disséminer ce virus-là, sachant qu'il y a des virus qu'on appelle les bactériophages qui sont connus pour pouvoir infecter les bactéries. Donc, est-ce que le coronavirus aurait cette propriété-là également? Pour l'instant, sur les données qu'on a, on ne peut pas du tout aller jusque-là et on ne peut pas savoir si c'est juste un artefact de séquençage parce que parfois, les amorces peuvent créer des chimères ou se décaler et on peut retrouver quelque chose qui n'est pas vraiment là. Donc, ça peut être un artefact de séquençage. Donc, il faut attendre d'avoir les données complètes de ce qu'ils ont fait en termes de séquençage pour vérifier si c'est juste un artefact ou si le virus a vraiment réussi à s'intégrer dans Prevotella. Et Alors ensuite, ça, en plus, c'est rarissime. Je veux dire, des virus qui seraient à la fois des phages et des virus de l'hôte humain, j'en connais aucun, personnellement. après, ça n'a pas forcément été toujours trop cherché. Donc, mais vraiment, effectivement, comme tu dis, il faut être très prudent avant de pouvoir conclure et avoir toutes les données de séquençage pour voir comment le séquençage a été fait. Il y a vraiment beaucoup de biais possibles à ce niveau-là. Ensuite, Prevotella, ça veut un peu tout et rien dire parce que c'est un genre bactérien, mais c'est pas du tout telle ou telle espèce. Et donc, par exemple, si vous prenez dans les bactéries qu'on rencontre plus communément en clinique, si vous prenez un Staphylococcus aureus ou hominis, ils vont pas avoir le même comportement. Même par exemple deux Pseudomonas aeruginosa, si vous en prenez un muqueux, un non muqueux, in vivo, ils vont pas du tout avoir le même comportement. Donc dire Prevotella en général, ça ne veut strictement rien dire. Et puis, comme tu le soulignais tout à l'heure, ce sont des études d'association. Donc, même s'il y a une association robuste qui est trouvée euh, au niveau, euh, au niveau du séquençage, et ben, du coup, après, il faudra développer des modèles murins, voire des essais ensuite chez l'homme, pour voir si, en ciblant cette bactérie ou en l'administrant, on arrive à moduler le rôle, enfin, l'évolution du coronavirus. Donc, un rôle pour le microbiote dans, dans les réponses anti-infectieuses, bien sûr, parce que c'est un modulateur de l'immunité, comme tu l'as dit. Mais de là à dire telle bactérie est responsable du coronavirus, je pense faut rester cohérent et logique. Et le virus était assez grand tout seul pour créer pas mal de dégâts avec l'aide du système immunitaire. Ouais. Sachant que les études d'association, en plus, ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous modifiez l'état du système immunitaire, vous allez aussi modifier l'état de la flore bactérienne. Des choses même des choses plus basiques. Par exemple, si vous avez une diarrhée, vous allez éjecter certaines bactéries, celles qui s'accrochent mieux vont rester. Et donc, c'est pas forcément que les bactéries qui s'accrochent plus sont associées au virus ou l'aident à se développer. C'est simplement que la réaction du système immunitaire biaise la composition bactérienne. C'est vraiment facile de trouver des associations avec le microbiote, mais en général, elles ne s'avèrent pas être changées le cours de la maladie, en tout cas. Sachant que, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas d'études de métabolomique ou de protéomique, donc de tous les acides gras, les protéines, des choses comme ça qui sont potentiellement produites par le microbiote pour les associer avec l'évolution du coronavirus. Donc, pour l'instant, on n'a pas de données là-dessus. Et donc le microbiote, un rôle dans l'immunité, oui, mais dans le responsable du coronavirus, certainement pas. Ouais.
Euh, on avait également une question sur la vitamine D. Qu'est-ce que tu penses de la vitamine D comme prévention ou comme Ah, traitement du coronavirus? alors, la vitamine D, c'est un peu la championne du monde des essais de phase 3 ratés. À chaque fois, on trouve que les gens qui ont moins de vitamine D, ils font des formes plus graves dans plein de maladies, la sclérose en plaques, les atteintes rénales, plein de choses. Et puis après, on fait l'essai et il n'y a pas de bénéfice, ou il y a un bénéfice tellement faible qu'il n'est pas vraiment visible. Donc, bon, comme de toute façon, c'est pas toxique et qu'on est tous carencés, pourquoi pas, mais je m'attends pas à un effet tonitruant sur cette maladie. Et ce serait clairement pas un axe de recherche prioritaire si je devais allouer des ressources, pardon. Et est-ce que tu as vu des papiers, alors c'est un peu tôt parce que on est très tôt par rapport à l'épidémie, sur la saisonnalité de l'infection à coronavirus? Est-ce que des gens ont essayé de prédire ça? Alors non, il y a eu quelques trucs qui sont sortis sur quand il fait plus chaud, il se propage plus ou moins. Bon, il s'est propagé aussi en Australie, là où c'était l'été, quand chez nous c'était l'hiver. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'il va y avoir un gros effet. Après, effectivement, des effets assez faibles sur le taux de reproduction peuvent changer les choses, surtout si le taux de reproduction est autour de 1 à cause d'autres mesures. Donc, ça peut avoir un effet. Mais avec sa façon de se propager de façon naturelle avec le taux de reproduction à 3, pas trop. Donc, on verra. On verra ce qui se passe. Mais c'est difficile de dire à ce stade. D'accord. Et on a également une question sur l'après, parce qu'on parle beaucoup de la prise en charge aiguë de ces patients, mais après, comment est-ce qu'il faut les suivre? Est-ce que tu as vu des choses? Alors, j'ai rien vu sur ça pour le moment. C'est vrai que c'est un souci. Il y a des complications. On a parlé des effets secondaires neurologiques chez les patients qui avaient des réanimations longues, même des atteintes neurologiques propres du virus. Hmm. Ça, c'est un vrai sujet. On ne sait pas trop pour le moment. Par exemple, on sait avec la grippe qu'il y a des événements cardiovasculaires au décours, il y a aussi d'autres infections. Donc, ça pourrait être deux choses auxquelles faire attention en premier lieu, mais j'ai pas vu grand-chose. Alors, il y a des recommandations qui sont en cours de préparation par les pneumologues. Alors, moi, je vais parler de ce que je connais, donc des patients graves qui sont passés en réanimation, en cours de préparation pour essayer de les voir à 3 mois environ avec des explorations fonctionnelles et un scanner pour essayer de faire le point et de voir s'il y a des séquelles respiratoires. Il y a également l'Institut du cerveau et de la moelle à Paris qui essaye de monter une grosse cohorte de suivi des complications neurologiques et psychiatriques. Pour vous donner quelque chose de très concret à Bordeaux, ce qu'on essaye de faire, mais c'est pas toujours évident parce que ça implique d'avoir des places d'hospitalisation de jour, de pouvoir faire revenir les patients, etc. Mais c'est d'avoir un suivi avec une réévaluation pulmonaire, cardiaque, par des psychologues également et des psychiatres, parce que effectivement, comme tu le disais, et sur le rein, pardon, puisque il y a quand même, tu en avais parlé il y a 2 semaines, des protéinuries au cours du Covid, et on sait que la protéinurie chez les patients de réanimation, c'est un facteur de risque d'évolution vers une insuffisance rénale chronique au décours. Donc, je pense qu'effectivement, les sortir de réanimation, c'est bien, mais dans quel état et comment les accompagner le mieux possible après, avec donc le bilan des comorbidités qu'on va dire somatiques, pulmonaires, cardiaques, néphrologiques essentiellement, et puis tout l'aspect d'atteinte neurologique, soit par vascularite, soit par surrisque cardiovasculaire avec un surrisque d'AVC, comme quand il y a une inflammation, on en avait discuté la semaine prochaine. Et puis tout simplement, bah, quand vous avez un tuyau dans la gorge pendant 3 semaines, qu'on vous a expliqué que vous alliez mourir en réanimation avec les médias, et que au bout de 3 semaines, vous sortez de là, bah, c'est quand même compréhensible qu'il y ait quand même quelques dégâts et quelques syndromes de stress post-traumatique. Et ça va être vraiment très important de les prendre en charge. Et il y a une polémique actuellement sur les médecins de première ligne et de seconde ligne, et là, les psychiatres vont vraiment se retrouver en première ligne pour gérer tout ce dont tu parlais, l'alcoolisme, l'angoisse, et les problèmes psychosociaux liés au confinement, et puis liés aux patients qui sont passés en réanimation et qui n'en sortent pas toujours indemnes. Ouais, donc on est loin d'en avoir fini avec cette épidémie. Très bien. Eh bien, ça fait 1 heure qu'on est ensemble pour une actualité assez riche. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette vidéo en replay sur le site de Mediscoop et sur YouTube. Vous pouvez partager, liker, tweeter, chanter au balcon si vous trouvez ces vidéos utiles. Et on en fera une, bien sûr, la semaine prochaine, toujours le vendredi à midi en direct sur Mediscoop, puis en replay. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.